Nous allons changer de format et accueillir un nouvel intervenant pour un premier keynote, le premier de cette journée. Il y en aura d'autres cet après-midi. Ce premier keynote sera donné par monsieur Nicolas Imbert qui monte sur scène actuellement et que je vous prie d'accueillir également chaleureusement. Je le garde pour, S'il vous plaît, applaudissons-le. Merci. Monsieur Nicolas Imbert dirige est directeur exécutif de Green Cross France et Territoires, qui est la branche française d'une ONG, Green Cross, qui a été créée en 1993, notamment par Mikhail Gorbatchev et qui vise à lutter contre la pauvreté, à faire progresser le niveau de vie et le développement dans tous les pays. Et Green Cross France et Territoires, la branche française, est particulièrement soucieuse des enjeux d'accès à l'eau, d'accès aux ressources, des enjeux sur l'eau et sur un environnement sain. Et la présentation du jour sera sur le sujet de l'urgence écologique, comment y répondre au mieux dans les territoires à travers l'économie régénérative. Monsieur Imbert, je vous en prie, vous avez la parole pour 30 minutes de présentation. Bonjour à toutes et à tous. Grand merci Jules. Et je voulais dire en propos liminaire à quel point on est heureux de venir à votre rencontre et de pouvoir échanger sur Innopolis. Non seulement parce qu'on est sur un événement qui discute de toutes les facettes de la ville et des territoires durables, mais également parce que ceci permet, dans le contexte troublé que l'on connaît et sur lequel je vais revenir, d'avoir en tête un certain nombre de points de passage qui sont autant d'éléments d'enthousiasme et d'éléments, j'allais dire, de structuration positive de la résilience. Et c'est particulièrement intéressant. Les intervenants de la table ronde précédente parlaient de la posture d'humilité. J'essaierai de rester dans cette posture et de systématiquement revenir aussi au concret sur les thématiques qui nous inspirent et sur ces sujets d'économie régénérative qui finalement peinent à se mettre en place. Je suis Nicolas Imbert et je dirige donc l'ONG Green Cross France et Territoires depuis 2011, après un passé dans le conseil en stratégie en développement durable pendant une petite dizaine d'années. Et Green Cross a été fondé en 1993, juste un an après Rio 92, par Mikhail Gorbatchev sur un ressenti en particulier, c'est que les chefs d'État allaient mettre en place, donc on est un an après ce sommet de la Terre de 92 avec 150 chefs d'État qui sont présents sur l'urgence climatique et environnementale, et Mikhail Gorbatchev se rend compte que la détermination des chefs d'État est là, mais que pour agir concrètement, il faut une structure très opérationnelle qui soit à l'échelle des territoires et qui se mette à mettre en place des pistes de solutions et à partager des pistes de solutions entre acteurs de bonne volonté. C'est ce qu'on perpétue et qu'on fait depuis en étant un réseau d'associations financé par vos mécénats, dons et contributions qui travaillent sur 5 thématiques concrètes: l'eau, le littoral et l'océan, l'alimentation, les thématiques d'énergie, de ville et territoires durables, l'économie circulaire, la coopération et les solidarités. Toujours dans cette dynamique d'être aux côtés des territoires qui s'engagent, de leur permettre de bien identifier leurs vulnérabilités et de travailler conjointement sur des pistes de résilience. Ce qu'on a vécu depuis 2019 est en fait plus que jamais une confirmation de l'urgence d'agir. Et vous avez peut-être vu des caricatures circuler récemment au moment du sommet de l'UICN et encore cette semaine. Les scientifiques nous alertent de manière continue depuis la création du Club de Rome et 1959 au moins sur l'urgence d'agir, et ce qui est en train de se passer est exactement dans les modèles finalement les plus denses ce qui avait été prévu. Et le dernier rapport du GIEC qui s'affiche à l'écran actuellement, rapport spécial sorti en 2019, notamment sur le thème océan et cryosphère, nous redit à quel point il est essentiel d'agir à terre et en mer pour lutter contre le dérèglement climatique et de le faire maintenant d'une manière drastique et d'une manière extrêmement concrète. Les enjeux sont aussi et peut-être surtout des enjeux de biodiversité.
c'est-à-dire que l'eau ne va pas monter de manière tranquille et continue, millimètre après millimètre, mais les phénomènes climatiques extrêmes vont se développer, des tempêtes, des ouragans sans cesse de plus en plus fréquents, des sécheresses de plus en plus fréquentes, beaucoup d'instabilité, et au final, ce qui est en péril, c'est la production de biomasse, en commencer par ces écosystèmes les plus fragiles, donc on pense aux lagons et aux patates de corail, mais on se rend compte également que le poulpe est en train de remonter les côtes bretonnes et que la biodiversité s'amenuise, que le nord de la mer Méditerranée est en train d'avoir des écosystèmes et des poissons qui étaient plutôt en sud Méditerranée, voire en mer Rouge, il y a quelques temps. Et donc, derrière les chiffres d'une montée des eaux de 3 à 6 mm par an, il faut entendre qu'1 milliard de personnes d'ici à la fin du siècle vont être directement impactées dans leur quotidien et dans leur survie par les effets du dérèglement climatique. Ça peut être une évidence et un rappel de plus, mais c'est aussi une raison à agir de plus. Le Covid a finalement bouleversé notre quotidien et nous a montré qu'on pouvait passer d'une situation que l'on connaissait intellectuellement à quelque chose qui remet en cause nos priorités de vie. Qui aurait cru avant 2019 que nous allions rester collectivement enfermés chacun chez soi pendant un certain temps, que l'organisation quotidienne et opérationnelle du travail allait être bouleversée dans les grandes largeurs, et au final, qui aurait cru que nous prenions si peu de décisions sur la manière dont notre futur va être structuré pour que les choses ne se reproduisent pas à l'avenir comme elles se sont structurées dans le passé. On ne peut pas dire qu'on n'était pas prévenu. Un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement mondial citait dès 2016 le rôle crucial que les zoonoses dont le Covid est issu, mais on pourrait parler de SARS, de MERS et d'autres zoonoses que nous avons eu l'occasion de connaître, allaient affecter notre quotidien et de l'impact qu'elles pouvaient avoir sur le monde. Un impact sur l'environnement, un impact également sur notre activité sociale, mais un impact massif sur la structuration de l'économie, avec par exemple une densification des technologies qu'on n'aurait pas forcément imaginées, une virtualisation du travail et en parallèle une vulnérabilité accrue d'activités que l'on croyait absolument intangibles. Donc, quand nous avons vu le phénomène arriver chez Green Cross et notamment tout ce qui était en train de se passer autour des différentes thématiques liées au Covid, nous avons décidé dès décembre 2019 de mettre en place un groupe de travail international sur les modes de réponse à apporter et notamment en quoi le milieu local pouvait donner des réponses concrètes à des attentes citoyennes fortes et exprimées. Parce que ce qui était très très impactant et finalement assez peu intuitif avec le Covid, c'est que on a eu des bons discours au niveau national et international. On a eu des points quotidiens. On a eu des mouvements de solidarité comme tous les jours à 20h, le vacarme des casseroles. Mais quand il y avait une difficulté opérationnelle, ceux qui se sont trouvés en première ligne, c'était les maires. Et dans la structuration en fait des rôles et responsabilités françaises actuelles, les maires étaient globalement très peu préparés et ont dû mettre en place en fait un arsenal d'outils qui leur a permis d'apporter des réponses à des citoyens qui les voyaient comme le Messie et qui voulaient immédiatement avoir des réponses urgentes. D'où le fait d'avoir fait ces 8 propositions qui étaient là dans un premier temps pour aider les collectivités territoriales et les maires et au-delà de ceci les régions et la représentation décentralisée de l'État, et puis ensuite pour tenter d'infléchir une dynamique de fond qui nous permette d'être plus résilients vis-à-vis de prochaines manifestations de cette épidémie ou d'autres. La première proposition qui a été extrêmement forte,
c'est que la résilience se construit à l'échelle du territoire. On peut avoir des plans de secours, on peut avoir des plans de survie à l'échelle nationale ou internationale, mais la clé de rappel à la réalité est toujours cette clé locale. Dans la manière dont on construit les plans de résilience, la vision et l'étendue du plan de résilience est extrêmement large et il ne faut pas se structurer uniquement sur les seules fonctions régaliennes. Les objectifs du développement durable sont un cadre structurant avec ces 17 objectifs et ce référentiel global et international qui permet d'être sûr de ne rien oublier. On s'est rendu compte, par exemple, avec les retours d'expérience qu'on peut faire sur la gestion de la Covid, que les activités culturelles ont souvent été laissées ou délaissées là où elles pouvaient apporter un lien social plus qu'essentiel. Pendant les premiers épisodes où chacun était confiné chez soi, on a accompagné quelques municipalités qui ont décidé d'aller à la rencontre de troupes de théâtre au chômage et de réhabiliter des crieurs de rue qui étaient là à la fois pour faire en sorte de propager positivement les bonnes consignes, de montrer aux citoyens qu'ils n'étaient pas tout seuls et également d'être capables de mettre en place et d'avoir une discussion de qualité avec des citoyens confinés. Troisième proposition, la santé humaine et la santé des écosystèmes sont intimement liées et essentielles à la survie de l'humanité. On ne réglera pas notre problème sanitaire tant qu'on n'aura pas réglé notre rapport à l'élevage intensif, qu'on continuera à mettre en place les mêmes antibiotiques sur les animaux d'élevage et sur l'humain, et qu'on n'aura pas reconstitué les barrières d'espèces qui nous rendent vulnérables, qui nous rendent, lapsus, collectivement très vulnérables aux zoonoses et en particulier au Covid-19. Et c'est donc une onde de fond qui s'impose, qui nécessite vraisemblablement une évolution des modèles agricoles, des modèles urbains et des modèles de société qui a besoin pour se propager d'être effectués non seulement au niveau local, mais au niveau des régions, de l'État et en Europe. L'alimentation est comme ceci un élément clé et structurant, sur lequel on parle de plus en plus de sûreté et de sécurité alimentaire. Sur ces deux sujets, santé humaine, santé des écosystèmes et alimentation territorialisée, on a fait un événement parallèle au congrès de l'UICN la semaine dernière qui a été visité et reconnu comme apportant quelque chose de nécessaire et qui n'est pas encore entendu dans les conférences internationales au bon niveau de priorité. La préservation des milieux est la conséquence de tout ce qui vient d'être dit, à la fois la lutte contre l'artificialisation du sol, mais aussi la capacité à territorialement sécuriser notre accès à une eau de qualité, à une alimentation de qualité et à un contact avec la nature de qualité. Combien de personnes se sont rendues compte, avant d'être confinées, qu'elles avaient à ce point besoin d'un contact avec la nature et que c'était un besoin vital et de santé mentale. Vis-à-vis de notre futur énergétique, à la fois dans un objectif d'empreinte carbone et de qualité de l'air, il va de soi qu'on doit changer de braquet et changer drastiquement de priorité. Certaines communes, certaines métropoles l'ont parfaitement acquis et sont en train d'accélérer la mise en place de plans de lutte pour la qualité de l'air qui n'ont que trop tardé, en réduisant la circulation. Mais réduire la circulation, c'est peut-être impacter négativement 10% de la population d'une ville, mais c'est redonner la capacité de respirer l'air de la ville et de vivre sereinement dans la ville à 100% de ceux qui sont habitants, électeurs et citoyens de cette agglomération. Futur énergétique qui peut mettre en place de plus en plus des renouvelables de proximité. Et là, on en arrive sur aussi deux propositions qui sont extrêmement importantes, peu abordées et que j'ai souhaité aborder aujourd'hui à travers cette keynote. Ce sont les enjeux fiscaux, économiques et le fait d'avoir une évaluation juridique de ce qui est en train de se passer qui nous permette de mettre en place une transition juridique d'ampleur où finalement l'objectif n'est pas
d'être dans une logique d'écologie punitive, mais de sortir de ce schéma qui est dépassé en remettant en rapport les priorités de vie et d'existence de l'humanité avec les moyens sociétaux, économiques et juridiques qui permettent d'y arriver. Et c'est pour ça qu'on parle d'une transition juridique, d'une évolution drastique des fiscalités et d'évolution économique et financière importante. Je vais passer très très vite sur ces aspects parce que, donc, vous l'avez compris, mais dans les projets que nous avons développés avec des territoires en fait pilotes qui sont aussi différents que la communauté urbaine de Dunkerque, les îles Loyauté, Tiga, Ouvéa, Marais et Lifou, donc qui sont 4 îles au large de Grande-Terre en Nouvelle-Calédonie, ou l'Ouest Var, on se rend compte que systématiquement, on va retrouver les mêmes mots-clés et les mêmes groupes de travail actifs. Sur le climat, sur l'énergie, c'est assez classique. Sur la résilience vue d'une manière très systémique et sur la territorialisation des contributions nationales déterminées, c'est-à-dire arriver à faire au niveau local ce que l'État a promis quand il s'engageait dans des négociations internationales. Sur l'eau, l'alimentation et l'économie, mais aussi en jouant à fond sur une attractivité de l'emploi et sur les évolutions d'un tourisme pour passer d'un tourisme d'opportunité à un tourisme en fait qui soit annualisé, qui soit une rencontre entre individus, qui soit lissé sur l'année et qui soit porteur de valeur. Et par exemple, en termes d'emploi, on se rend compte qu'optimiser la résilience dans un territoire comme la plaine du Var permet non seulement d'éviter la destruction de 2000 emplois, mais d'aller chercher 6000 emplois supplémentaires dans des secteurs d'activité qui sont innovants et donc qui sont assurés d'une certaine pérennité. Ça suppose de travailler d'une manière extrêmement forte et précise avec les territoires, de travailler également dans une dynamique qui sorte des systèmes d'économie linéaire, qui fasse une lutte acharnée contre le gaspillage et qui se mette en place vers l'économie circulaire, et très en amont, d'associer par une gouvernance participative, mais qui, au-delà des mots, est une réalité vécue, les citoyens en co-construction. C'est-à-dire que notre contribuable, notre consommateur et notre citoyen, qui souvent est schizophrène entre ces 3 rôles, ne forment qu'une seule personne et qui puisse être impliqué à la fois en termes de financeurs d'activités nouvelles, de consommateurs et dans sa vie au quotidien. Donc, vu de la collectivité locale, on passe d'une logique de piloter des travaux à une logique où on impulse des dynamiques avec une nécessité de lâcher prise, mais aussi avec une efficacité économique de l'investissement public qui s'améliore. Et c'est vécu comme assez salutaire par les maires et les collectivités locales qui prennent le risque de cette transformation. Parce que la crise financière et le fait d'avoir dû, dans l'urgence, réaffecter les priorités sur le coronavirus a réduit les marges de manœuvre pour préparer demain ou après-demain. On se rend bien compte aussi à travers les migrations qui ont été constatées ces derniers temps que la question de l'attractivité des collectivités se pose au-delà des positionnements politiques partisans du quotidien. Et c'est une manière pour toutes les collectivités qui l'ont d'ores et déjà voté, de montrer aussi qu'on est capable de reconnaître l'urgence climatique et environnementale et d'apporter les pistes de solutions qui vont bien. Pour ceci, il y a un outil sur lequel on s'appuie et qu'on adore chez Green Cross, c'est en fait le package conceptuel qui a été mis en place donc, par une ingénieure agronome, réalisatrice et chercheuse très en contact avec les territoires, Isabelle Delannoy, à travers son ouvrage « L'économie symbiotique », dont le sous-titre est tout un programme, « Régénérer la planète, l'économie et la société ». Je vous encourage à lire cet ouvrage qui en fait nous propose un plan de migration qui est incrémental.
On n'est pas en train de jeter la forme d'économie dans laquelle on est, mais en train d'apporter de nouveaux outils qui permettent d'aller plus loin, de mieux mobiliser l'investissement et n'ayons pas peur de le dire aussi, de sécuriser la rentabilité des investissements privés parce qu'on sera plus performant et plus résilient autour de 3 piliers. Se servir des écosystèmes, la bio-inspiration, le rapport avec le vivant et le fait de se rendre compte que de la même manière que dans l'océan ou dans la forêt, rien n'est déchet, mais tout se transforme. Cette inspiration par les écosystèmes est parfaitement adaptée quand on la met en place d'une petite, d'une moyenne agglomération. Ça peut être même un tout petit village, comme ça peut être une île. Et les îles sont pionnières par rapport à ceci, parce que quand on est sur Belle-Île ou sur Porquerolles, c'est très facile de voir les limites de notre écosystème local. Quand on est sur une plaque continentale, on a l'habitude d'avoir le regard un petit peu aveuglé. Deuxième pilier extrêmement important, la question de réduire les activités extractives. Et j'aurais envie de vous poser une question toute bête, mais est-ce que vous savez où sont les mines de lithium les plus intenses aujourd'hui ? Où est-ce que vous iriez ? Certains peuvent penser que c'est dans l'Atacama, en Amérique du Sud, d'autres peuvent penser que c'est dans l'Afghanistan. En fait, la mine la plus importante, elle est juste en face de nous. C'est le urban mining, c'est-à-dire le fait d'aller récupérer les téléphones, les appareils électroniques, les batteries au lithium qui ont déjà été mis en commercialisation, extraites une première fois, et qu'en traçant mieux et en récupérant avec plus de valeur ajoutée, on va arriver à remettre dans le circuit extrêmement rapidement. C'est beaucoup plus efficace en termes d'utilisation énergétique, c'est beaucoup plus structuré et structurant pour créer de l'emploi local et ça nous permet aussi, s'il y a le moindre coup dur ou la moindre rupture d'approvisionnement, d'être plus résilient. On ne dépend plus d'un bateau qui se met en travers dans le canal de Suez ou dans le canal de Panama. Donc, deuxième dynamique avec une onde de choc extrêmement forte. Troisième dynamique qui est particulièrement importante et à laquelle on contribue avec Green Cross, partager l'intelligence collective. Je vais y arriver tout à l'heure et ensuite nous aurons un petit temps d'échange, ce qui est quand même nécessaire quand il s'agit de partager l'intelligence collective. Mais très souvent, les porteurs de projets arrivent à se connaître, viennent et échangent et structurent leur réseau à travers des salons comme Innopolis, mais ne sont pas dans une logique de co-construction, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de matériaux pour que ce qui a été fait, le retour d'expérience positif et constructif sur un projet, soit immédiatement utilisable sur un autre projet. Parce qu'on ne sait pas, en tant que porteur de projet, si on a plus de valeur à échanger sur ses secrets de fabrication et à prendre le risque d'être copié, qu'on ne va en gagner en récupérant de l'expérience des autres. Et puis souvent, parce que les projets et les porteurs de projets arrivent à dialoguer les uns avec les autres, mais ne se comprennent pas dans la durée. Et donc, quand on arrive à mettre en symbiose ces différentes activités, là, on passe dans une logique et dans un modèle d'économie symbiotique qui va nous permettre d'aller un cran plus loin. C'est une économie positive, c'est une économie du partage, c'est une économie de l'efficience de la ressource, c'est une économie circulaire, mais plutôt que d'aligner, d'empiler tous ces concepts, elle fournit aussi un cadre conceptuel structurant qui permet de savoir d'où on va et d'où on vient et où on va. Et le rôle spécifique que joue Green Cross sur ce sujet au niveau territorial, sur les différentes géographies dont je vous ai parlé, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'intermédiaires, de consultants, de gourous ou de réseaux d'acteurs pour mettre en commun les solutions, mais qu'on soit vraiment directement dans la logique des faiseurs qui parlent aux faiseurs. Et là, le consultant va pouvoir apporter un cadre conceptuel qui soit orienté vers l'action, qui permette d'aller plus vite et qui permette d'aller plus loin. Et dans les faiseurs qu'on identifie, très très souvent, on a des élus
qui sont des élus emblématiques, où on a des gens qui sont extrêmement connus sur leur territoire et qui ont envie d'avancer. Je pense en particulier à l'Île-Dieu, où c'est un collectif d'habitants, qui est une association, qui a fait une mise en débat sur le projet, qui a travaillé sur la recherche de solutions et qui est allé voir le maire de l'Île-Dieu en lui disant maintenant, on a mis ce cahier de propositions sur la table, qu'est-ce qu'on en fait ? Juste avant au salon, j'ai croisé un groupement de patrons d'entreprises, la Convention des entreprises pour le climat, où là on a 150 patrons aujourd'hui, peut-être 300 demain, qui sont en train de se mobiliser pour arriver comme ça à construire des courts-circuits entre leurs expériences. Et dans les faiseurs, on a aussi l'agriculteur qui va se mettre à faire des solutions de polyculture un peu ambitieuses, des produits transformés en circuit court, en local. On va avoir des pêcheurs qui sont des acteurs de la pêche responsable, énormément de petits commerçants qui ont besoin d'être aidés et d'avancer. On a aussi les acteurs culturels qui sont plus que jamais des avant-gardes, extrêmement importants dans l'informel, mais aussi extrêmement importants par leur poids économique. Aujourd'hui, par exemple, Green Cross travaille avec l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel sur des modes de reproduction plus verts, en réutilisant les décors, en ayant des structures locales durables, en ayant des énergies durables plutôt que des groupes électrogènes bricolés à la dernière minute. L'industrie complète du cinéma et de l'entertainment représente au niveau du PIB du pays de l'ordre de 10%. Et dans ces 10%-là, des territoires sont extrêmement attractifs et d'autres beaucoup moins. Une ville comme Dunkerque a bénéficié de l'expérience acquise par le film de Christopher Nolan pour arriver à construire un plateau de production complet, immédiatement activable, qui leur a permis d'avoir des séries comme Le Baron Noir qui sont faites régulièrement. Et ce que vous ne voyez pas dans l'envers du décor, c'est que c'est une production avec une empreinte carbone limitée, avec plus d'emplois locaux et qui met en valeur la ville complètement différemment. Donc on est bien dans cette logique d'inverser le regard, de mettre en avant très positivement celles et ceux qui préfigurent demain, avec les mots-clés que je citais en introduction, l'humilité, le concret et la co-construction. Ça veut dire travailler avec les filières et territoires, même si on pense petit, toujours penser au coup d'après, et montrer des solutions inspirantes, inspirer quelque chose qui donne envie, où les porteurs de projets ont les yeux qui pétillent et partagent cet enthousiasme avec vous, et surtout que ce qu'on entende, ce n'est pas le point de vue de celui qui a vu la solution, mais c'est le point de vue de celle ou de celui qui agissent. Donc on a mis en place une méthode opérationnelle qu'on appelle les secrets, les solutions écologiques concrètes, réplicables, efficaces de transition soutenable, qui permet de transformer tout ceci en fiches projet, en études de cas qui soient complètement compatibles avec les objectifs de développement durable et qui passent la barrière de la langue, puisque vous avez dû remarquer que Secret, ça marche aussi en anglais, et d'avoir un modèle de maturité qui permet que les porteurs de projets se comparent les uns les autres en voyant quel projet en phase d'émergence, quel projet en phase de développement, quel projet en phase d'industrialisation. Et ensuite, une mise en valeur qui redonne aux porteurs de projets toute leur raison d'être et toute la paternité ou la maternité sur ce qu'ils ont fait, mais qui permettent de créer le contact, de tendre la main, d'apprendre et d'échanger à hauteur d'humain, ce qui est, je pense, un bon mot pour passer à la phase de questions-réponses. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Humbert. Si vous avez des questions au sein du public, s'il y a des remarques, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Et je vous passerai le micro. Peut-être sur toutes ces questions. Oui. Alors, Jérôme Binet, CSTB. Bonjour. Alors, merci pour votre présentation. J'avais des questions concernant le financement de Green Cross. Donc, vous avez dit que c'est du mécénat, donc c'est des individus. Et en même temps, vous travaillez avec les collectivités ou voilà. Donc, comment sont financés ces projets? Et dans votre présentation, j'ai entendu plein de bon sens, plein de choses qui nous paraissent maintenant un peu évidentes par rapport à ce qu'on a vécu sur le Covid et sur l'urgence climatique. Concrètement, est-ce que vous auriez des exemples qui permettent... Là, l'exemple de Dunkerque, c'était assez flagrant, mais d'autres exemples qui permettraient de mieux comprendre votre activité au quotidien?
Alors, je vais répondre très brièvement mais très précisément sur les deux sujets. Sur la partie financement, au niveau français comme au niveau international, chacun des pays a à peu près les mêmes règles et je vous donnerai les chiffres détaillés pour la France. Les adhérents et donateurs individuels comptent pour 15% de notre financement. Ensuite, on a des conventions de mécénat fléchées avec des mécènes qui chacun ne représentent pas plus de 15% du budget annuel de Green Cross pour ne pas avoir de dépendance particulière à nos mécènes. La liste est sur le site web. Pour n'en citer que quelques-uns, on a des acteurs comme Metro Cash and Carry, comme GRT Gaz, des mécènes qui sont de nature un petit peu plus petite et des partenaires comme le syndicat des eaux du Dunkerquois, par exemple, avec qui on va faire un acte 2 pour une meilleure gestion territoriale de l'eau. Et ensuite, quand nous travaillons avec un voilà, c'est sous la forme d'une convention de partenariat que cette coopération se fait et ça représente donc à peu près 40% du produit de l'association, sachant qu'il y a un double comptage, c'est-à-dire qu'on a certains qui sont à la fois mécènes et partenaires. Il y a un retour d'expérience, c'est un projet que j'aime bien présenter dans sa durée, c'est le travail que Green Cross a eu l'occasion de faire auprès de la Nouvelle-Calédonie. En 2012, 2013 et 2014, nous étions partenaires de forums de coopération régionale, donc régionale, il faut entendre Pacifique Sud, autour de l'urgence d'agir, les Oceania Meetings, et nous avons contribué à faire émerger des documents de proposition à l'échelle interétatique. À partir de 2015, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et le Congrès de Nouvelle-Calédonie ont décidé d'aller plus loin et de nous proposer de faire des séminaires pour sensibiliser les élus, mais aussi les services, à comment est-ce qu'on pouvait agir, quelles priorités, quel plan d'action. Ça a conduit le Congrès de Nouvelle-Calédonie, suite à une conférence publique qui a été faite, et puis parce que c'était dans l'air du temps et dans la volonté des élus, à reconnaître à l'unanimité l'urgence climatique et environnementale en décembre 2019. Et à l'époque, on était en décembre 2019, le président du Congrès avait fait rajouter l'urgence sanitaire. Quand on voit, et j'ai une grande pensée pour eux en ce moment, la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie en ce moment, on se rend compte que c'était effectivement très important. Et entre-temps, la Nouvelle-Calédonie a su mettre en place une bulle sanitaire qui fait que jusqu'à ce qu'il y ait une imprudence qui a été commise par un individu qui a fait rentrer vraisemblablement le virus sur l'île, ils ont été épargnés pendant l'essentiel du temps. Et maintenant, on contribue et on assiste à l'émergence et à la mise en place aux îles Loyauté d'un plan de résilience territoriale avec 9 leviers d'action qui met en place les principes de l'économie régénérative sur donc, les îles Loyauté, 30 000 habitants sur l'île Fou, Tiga, Marais et Ouvéa, en influence sur l'alimentation, sur l'énergie, sur le bâti, sur la mobilité, sur les nouvelles technologies. Ensuite, on reste un acteur associatif, c'est-à-dire que dès lors qu'un opérateur économique s'empare du sujet, c'est son sujet, il en fait une réussite économique, etc. La mise en œuvre relève de la continuité des acteurs territoriaux. On agit comme un facilitateur et comme un passeur ou comme un partenaire pour passer de la vulnérabilité à la résilience, mais on ne fait jamais à la place des acteurs, on les met en capacité de faire par eux-mêmes. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir de l'impact en étant une structure qui bénéficie d'un conseil scientifique de 40 personnes impliquées d'une manière très opérationnelle, de 150 personnes qu'on active sur des sujets particuliers, mais qui n'a que 4 permanents. Et donc, on voit bien aussi, ça incite à rester très modeste sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire et à quelle échelle.
Merci pour la réponse à cette première question. Nous reparlerons d'ailleurs de la crise sanitaire tout à l'heure dans une présentation à 13h55 donnée par M. Olivier Portier. Je vais passer la parole à une prochaine question. Peut-être on essaye... Oui, Oui, juste un petit point sur les possibilités de coopération européenne. Green Cross a je crois, cette capacité, qui n'est pas du tout évoquée d'ailleurs dans l'ensemble du salon. Et je pense que c'est une dimension importante pour qu'il y ait des effets cumulatifs de ces bonnes pratiques. Ça y est? Oui. Bon, c'est tout. C'était un peu quelques précisions. 2 mots là-dessus. Grand merci effectivement pour cette question, parce que là je parlais des limites, forces et faiblesses de notre exercice. Pour être pertinent, effectivement, il faut être bien positionné avec tous les territoires qui agissent, et notre levier d'action, il est naturellement européen. Aujourd'hui, on s'est rapproché extrêmement fortement, et on est dans une logique... n'ayons pas peur des gros mots, d'une fusion-intégration associative entre nos représentants de Green Cross en Italie, en Espagne, au Benelux, et on est en discussion également avec Green Cross en Grande-Bretagne pour arriver à avoir un visage beaucoup plus intégré entre nos différentes structures. Du côté des collectivités locales, les projets Interreg ont montré toute la pertinence de voir les choses à minima à l'échelle européenne et tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à croiser un certain nombre de frontières. Aujourd'hui, quand on voit la dimension des projets sur lesquels on a besoin de ceci, y compris par rapport aux partenaires publics qui sont spécialistes et qui sont financeurs de la transformation écologique des territoires. Je pense à la Caisse des dépôts, je pense à la KfW. Il va y avoir une nouvelle série de projets live qui va être annoncée très prochainement sur la thématique biodiversité, aussi des projets spécifiques qui nécessitent d'être structurés à l'échelle européenne. Et là, je mettrai un petit point d'alerte, c'est que on s'attend de plus en plus à ce que les ONG partenaires de ces projets soient structurés comme des entreprises ou comme des cabinets de conseil, et notamment avec des capacités d'investissement qui sont de cette nature-là. C'est ce qui a fait que des grands acteurs internationaux du développement comme Conservation International, Nature Conservancy sont en train d'être de plus en plus impliqués dans des projets européens. Mais c'est un véritable défi pour notre petite structure associative française qui n'ont pas l'habitude d'être ultra-capitalistiques. Et pour être très clair, quand on veut aujourd'hui être positionné comme partenaire de rang 1 ou 2 pour un projet européen, même une association, il lui est demandé d'avoir 5 millions d'euros de fonds propres pour se positionner sur ces projets. Ce qui disqualifie d'office toutes les associations environnementales françaises, sauf une. Merci pour cette réponse à cette seconde question. Je pense qu'on peut clore ici cette table ronde, enfin cette présentation, qui fut très intéressante. J'ai l'espoir peut-être que Isabelle Delannoy vienne une prochaine occasion, peut-être pour une future édition du Salon Innopolis Expo, de nous parler de cette économie symbiotique aussi plus davantage. Donc merci Monsieur Humbert. Je suis particulièrement heureux. Oui, vous pouvez l'applaudir. Je suis ravi d'avoir entendu davantage aussi Monsieur Humbert échanger sur ces questions-là, puisque j'avais eu la chance de l'interviewer pour le média Le Crayon que je dirige, un média de débat d'idées que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis, ça a bien complété l'échange que nous avons eu. On se retrouve à 13h20 pour après la pause déjeuner. Je pense qu'elle est bien méritée pour tous. Nous enchaînerons cet après-midi avec un certain nombre de keynotes. Ça commencera sur la question de la pensée systémique pour lutter contre dans le cadre de la transition écologique. On parlera open source, on parlera low tech avec Philippe Biwix, on parlera économie circulaire et ça commence à 13h20 tout ça. À tout à l'heure.